Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir s'il est plus intéressant d'investir dans des actions en direct ou dans des ETF. Alors, il n'y a pas de réponse universelle, la solution va être différente pour chacun d'entre vous, car elle va dépendre notamment du temps que vous souhaitez consacrer à la gestion de vos investissements, de votre aversion au risque, et également de vos objectifs. Avant de voir tout cela plus en détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous la vidéo et également activer la clochette des notifications. Ça vous permettra d'être informé lorsque un prochain épisode sortira. Et également en allant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille boursier. Et j'irai plus loin en vous expliquant les stratégies que j'utilise pour investir en bourse. Nous allons commencer par voir quelles sont les principales caractéristiques des actions et des ETF. Ensuite, nous verrons quels sont leurs avantages et inconvénients. Et enfin, nous prendrons un cas concret d'ETF en allant sur le site internet d'un des principaux émetteurs d'ETF. Et nous regarderons un exemple concret pour voir quelles sont les données techniques à regarder avant d'acheter ou pas un ETF justement. Donc les actions, c'est le plus simple. Quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise cotée en bourse. Donc par exemple, si vous achetez une action Apple, comme je répète souvent, ça paraît parfois abstrait parce qu'on est chez soi, par exemple dans son salon, et en quelques clics, on achète une action d'une entreprise. Mais pour reprendre l'exemple d'Apple, si vous achetez une action Apple, vous faites partie des propriétaires de la société Apple, bien sûr au prorata du nombre d'actions que vous avez achetées. Quand vous achetez des actions, vous avez deux types de gains possibles. Soit vous allez encaisser des dividendes, c'est-à-dire que certaines sociétés, pas toutes, j'ai fait l'objet d'autres vidéos à ce sujet, mais certaines sociétés vont vous verser une part de leurs bénéfices sous forme de dividendes, donc elles peuvent le faire, il n'y a pas de règle, elles peuvent le faire soit une fois par an, soit une fois par semestre, soit une fois par trimestre, ou soit une fois par mois, et elles peuvent changer d'une année à l'autre, donc les dividendes, chaque société décide comme elle veut d'en verser ou pas. D'ailleurs, certaines sociétés qui font des très gros bénéfices ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires, mais par choix, parce qu'elles ont des gros projets de développement, donc elles estiment que conserver ce montant-là dans le capital de l'entreprise, ça sera bénéfique finalement à long terme à l'investisseur, donc au propriétaire de l'action. Et l'autre moyen de gagner de l'argent grâce aux actions, c'est en faisant des plus-values. C'est-à-dire vous achetez l'action à un prix donné pour la revendre plus tard à un cours que vous espérez supérieur au prix d'achat. Et les ETF ou trackers sont des fonds cotés en bourse tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement des ETF répliquant les principaux indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500 par exemple. Mais sachez qu'il y a des ETF qui répliquent d'autres choses. Finalement, tous les produits financiers peuvent être intégrés dans ces fonds que sont les ETF. Vous aurez par exemple donc des ETF qui répliquent le cours de l'or ou des ETF composés d'obligations d'État à long terme par exemple, ou vous aurez des ETF qui seront composés d'actions mais qui ne répliquent pas un indice boursier majeur, mais qui seront par exemple composés que d'actions américaines à faible capitalisation ou que d'actions de pays émergents, ou d'actions mondiales, bref, vous avez toutes sortes d'ETF. Alors les avantages des ETF, c'est que en achetant ces fonds, les frais seront très faibles, puisque la plupart des ETF, notamment ceux qui répliquent le S&P 500 ou le CAC 40, les émetteurs de l'ETF n'ont aucun travail d'analyse à faire, puisque leur but, c'est de répliquer donc au sein de ces ETF-là, le pourcentage que chaque action représente dans l'indice. On prendra des exemples juste après. Donc, étant donné qu'ils n'ont aucune plus-value, les émetteurs d'ETF qui font ce genre de produits-là, comme les ETF S&P 500 ou les ETF CAC 40, comme ils n'ont chacun aucune plus-value à apporter, qui leur permettrait de justifier des frais importants, leur seul moyen d'attirer des clients, c'est justement de se battre sur les frais. C'est pour ça que ces ETF-là ont des fonds beaucoup moins élevés que ce que vous proposerait une banque. Et justement, les fonds sont dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, intégrés dans le prix de l'ETF. C'est-à-dire que quand vous achetez un ETF, on ne va pas vous facturer des frais au moment de l'achat ou au moment de la sortie ou de temps en temps prendre l'argent sur votre compte de bourse. Les frais sont intégrés dans le prix de l'ETF. Donc vous les payez, mais finalement vous ne vous en rendez pas compte, et notamment parce qu'ils sont très faibles sur ce genre d'ETF-là. L'avantage de ces ETF-là, donc on parle encore une fois, je précise, des ETF qui répliquent les principaux indices boursiers, c'est qu'ils vous permettent en quelques clics, donc en achetant un seul produit financier, d'être diversifié sur des dizaines, voire même pour le S&P 500 par exemple, sur des centaines d'actions. Et donc finalement d'avoir une gestion assez sereine parce que vous êtes largement diversifié sans
sans avoir eu besoin de faire une analyse. Concernant les inconvénients des ETF, le premier que je citerai est l'illusion d'absence de risque. Parce qu'on se dit, voilà, je suis très diversifié en ayant plusieurs dizaines ou centaines d'actions dans mon portefeuille, mais justement, peut-être que dans ces actions-là, certaines, vous ne les auriez pas achetées si vous faisiez de l'achat d'actions en direct. Je prends un exemple qui me vient en tête. Si par exemple vous achetez un ETF S&P 500, eh bien donc vous allez devoir... Enfin, l'émetteur de l'ETF va lui acheter toutes les sociétés du S&P 500 et donc indirectement, votre portefeuille est exposé aux variations de cours de toutes ces sociétés-là. Et par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, moi, l'action Tesla me paraît chère. Mais si j'ai un ETF S&P 500, c'est comme si on m'obligeait à acheter du Tesla dans mon portefeuille en respectant le pourcentage que représente Tesla au sein du S&P 500, bien sûr. L'autre inconvénient est que investir dans un ETF vous coûtera un peu plus cher que dans les actions, puisqu'il y a ces fameux frais que va vous facturer l'émetteur de l'ETF, et c'est tout à fait normal, puisqu'ils font quand même ce travail pour vous, ils vous facilitent la tâche. Bon, entre nous, les frais, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les ETF répliquant les principaux indices boursiers, sont très faibles. Vous aurez aussi peut-être une volatilité entre la performance de l'actif, donc le sous-jacent qui peut être un indice boursier, et l'ETF, puisque ils essayent de répliquer au maximum la composition du sous-jacent, mais parfois il y a certains écarts. Et enfin, il y a le risque de défaillance financière de l'émetteur de l'ETF, puisque là, vous n'achetez pas vous-même les actions. Si vous voulez, votre ETF est censé répliquer la performance des indices qui sont composés de ces actions-là. Par contre, vous n'avez pas acheté les actions, vous avez acheté ce produit financier qu'est l'ETF. Alors que si vous achetez les actions en direct, eh bien là, votre risque est plus dilué, si vous voulez, parce que la perte de votre capital n'est pas liée à la faillite d'une seule société qui est l'émetteur de l'ETF, mais elle serait liée plutôt à la faillite de chacune des actions qui composent votre portefeuille. Donc, la probabilité pour que toutes les actions qui composent votre portefeuille fassent faillite est quand même extrêmement faible. Là, nous sommes sur le site SlickCharts qui nous montre la composition à jour du S&P 500 en classant chaque action par poids qu'elle représente dans l'indice, puisque la plupart des indices, comme le S&P 500 d'ailleurs, dans ces indices-là, chaque action ne représente pas le même poids dans l'indice. Si chaque action représentait le même poids, vous voyez, c'est dans la colonne weight, chaque action devrait représenter 1/500e du capital finalement. Alors vous voyez, c'est pas du tout le cas, puisque par exemple Apple représente 6,7%, Microsoft 5,4%, Amazon 2,45%, etc., etc. Et si on va dans les dernières, vous doutez bien que ce sera infime. Vous voyez ici, les dernières actions représentent vraiment même pas 0,01% pour la dernière en tout cas. Vous voyez que c'est très faible pour les dernières. Donc, pourquoi d'ailleurs il y a ces variations-là? En fait, dans ces indices-là, les sociétés ont un poids dans l'indice qui correspond à leur capitalisation boursière. Donc concrètement, si vous achetez un ETF S&P 500, ça veut dire que vous avez mis 6,7% de votre capital dans Apple, 5,4% dans Microsoft, etc., etc. Donc entre nous, Apple, Microsoft sont de très bonnes sociétés que j'apprécie beaucoup, donc ça ne me dérange pas de mettre ce capital dans ces sociétés-là. Par contre, comme je disais tout à l'heure, par exemple, vous aurez 1,43% de votre capital dans Tesla. Peut-être que vous ne le voudriez pas. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas d'avoir de l'argent dans Tesla. Et dans ces centaines de sociétés-là, si on vous demandait individuellement de toutes les acheter, peut-être qu'il y en a beaucoup que vous ne voudriez pas acheter. Donc voilà, il n'y a pas de solution parfaite, bien sûr, mais sachez, l'ETF vous permet vraiment en quelques clics d'être investi dans des très grosses sociétés. Alors on est quand même sur des grosses sociétés, mais on vous impose aussi d'acheter toutes ces sociétés-là. Ensuite, si vous voulez acheter un ETF, vous allez le faire donc directement depuis la plateforme de votre courtier en ligne, que ce soit DeGiro, Interactive Brokers ou n'importe quel autre courtier. Mais avant de faire cela, je vous invite vivement à aller sur le site internet de l'émetteur de l'ETF pour avoir plus de détails sur les caractéristiques du produit. Donc là, pour prendre un exemple, nous allons aller sur le site d'Amundi, qui est un des plus gros émetteurs d'ETF, et nous allons regarder ce qu'il propose par exemple sur le S&P 500. Donc dans la barre de recherche, on va taper S&P 500 et on voit donc ce qu'il propose. Donc il faut vérifier qu'il y ait bien les lettres UCITS dans le nom de l'ETF, ça veut dire qu'il est accessible aux clients particuliers européens. Donc on voit par exemple le premier, c'est S&P 500
distribution USD. Ça veut dire donc que l'ETF est coté en dollars, ça veut dire qu'il va répliquer, il va avoir les mêmes performances que l'indice boursier, qui est un indice américain, vous allez comprendre pourquoi juste après. Et DIST, ça veut dire qu'il va vous distribuer les dividendes, puisque certaines sociétés qui font partie du S&P 500 versent des dividendes à leurs actionnaires. Et donc, quand vous avez un ETF distribuant comme celui-là, eh bien, l'ETF va vous verser les dividendes qu'ont versé justement les entreprises. On regardera justement combien verse ce genre d'ETF-là. Vous avez le même en euros, c'est-à-dire que lui, donc, il va répliquer la même performance, mais il va prendre en compte le taux de change euro-dollar, puisque forcément, comme il est coté en euros. Là, vous avez AC, vous voyez ACC, ça veut dire que lui, il accumule les dividendes. Alors, cet ETF-là, le troisième de la liste, ne vous versera pas de dividendes, mais tous les dividendes qui sont versés par les entreprises qui le composent sont réinvestis dans le prix de l'ETF lui-même. Donc c'est bien dans un sens puisque l'ETF va grossir plus fortement. Par contre, en échange, vous ne toucherez pas les dividendes directement. Vous les toucherez indirectement quand vous vendrez l'ETF. Donc si on reprend par exemple le premier, donc, je rappelle, c'est le l'ETF S&P 500 qui distribue les dividendes et qui est coté en dollars. Donc, on va aller dans informations clés et cotations. Donc là, ici, on a des informations intéressantes. On voit justement les frais. Vous voyez qu'ils sont faibles. Comme je disais tout à l'heure, 0,09%. Voilà, les frais des ETF répliquant les principaux indices boursiers sont toujours très faibles, puisque, encore une fois, ils n'ont que ce moyen-là pour se démarquer les uns des autres. La réplication, c'est vrai que je peux parler de la réplication. Vous pouvez avoir soit une réplication directe ou indirecte, qu'on appelle aussi synthétique. Quand vous avez une réplication directe, ça veut dire que l'émetteur de l'ETF achète réellement toutes les sociétés qui composent l'indice qu'il est censé répliquer. Et quand c'est une réplication indirecte, c'est-à-dire qu'il va, par exemple, si on regarde, ils indiquent titres détenus en physique, donc ils ont acheté certaines actions, plus un swap de performance, c'est-à-dire que c'est un accord qu'ils ont avec une autre institution financière qui, elle, a vraiment acheté les actions. Donc au final, même les ETF, donc à réplication indirecte, ou qu'on appelle aussi à réplication synthétique, ont une performance très très proche de l'indice. Et c'est ici qu'on voit donc politique de distribution, vous avez donc distribution, ça veut dire qu'ils vont vous verser les dividendes, alors que d'autres ETF vont accumuler les dividendes. Et justement, si on regarde les dividendes, donc les dividendes sont ici, voilà, historique des dividendes. Vous voyez que donc cet émetteur, cet ETF-là, verse des dividendes 2 fois par an. Donc on voit en juillet et en décembre. Chaque année, en juillet et en décembre, il vous verse les dividendes. Finalement, que choisir entre acheter des actions en direct ou des ETF? Eh bien, ça va dépendre de votre aversion au risque, puisqu'en achetant les ETF, vous aurez la performance de l'indice, alors qu'en achetant les actions, vous pouvez avoir une performance supérieure ou inférieure. Voilà, acheter les actions est plus risqué, mais potentiellement, vous pouvez gagner plus. Et aussi, ça va dépendre du temps que vous voulez consacrer à la gestion de vos investissements, parce que vous avez compris que l'ETF, c'est vraiment le plus passif. En un clic, vous achetez cet ETF-là, vous êtes investi dans des très grosses sociétés pour le S&P 500 par exemple, alors que si vous voulez acheter des actions en direct, il faut passer un peu plus de temps à faire vous-même votre analyse. Et enfin, pour les ETF, toujours étudier les coûts. Allez, comme on l'a fait précédemment, là juste avant, sur le site de l'émetteur pour quand même avoir une idée précise des coûts qui seront facturés. Puisque sur certains ETF qui sont plus spécifiques, qui vont répliquer vraiment une partie plus spécifique d'un panel d'actions, où en général l'émetteur de l'ETF va faire lui-même un travail d'analyse, les frais peuvent être beaucoup plus élevés que ce qu'on a vu là. Donc vérifiez bien quand même combien sont les frais. Et pour conclure, les ETF vous permettent de minimiser le risque. Vous n'avez aucune gestion à faire. Vous avez par contre des frais de gestion assez faibles, mais qui sont quand même là. Vous aurez un rendement moyen qui sera celui par exemple de l'indice qui est répliqué. Vous gagnerez beaucoup de temps et vous serez largement diversifié. En achetant des actions, vous aurez un risque plus élevé, il faut en avoir conscience, mais qui est maîtrisable si vous choisissez des actions de très grosses sociétés, comme je fais moi par exemple. Vous devrez par contre faire vous-même la gestion de portefeuille ou confier cette gestion à d'autres personnes. Vous n'aurez justement pas de frais de gestion. Vous pouvez avoir potentiellement un rendement plus élevé qu'en achetant un ETF, puisque vous allez pouvoir sélectionner directement quelles actions vous voulez acheter, et en tout cas ne pas être forcé d'acheter des actions que vous n'auriez pas voulu dans votre portefeuille.
Vous aurez, si vous faites l'analyse vous-même, un temps de recherche à faire et vous choisirez vraiment vous-même votre diversification. Vous pouvez l'avoir de façon plus ou moins importante, mais c'est vous qui êtes maître de cette diversification. J'espère que cette comparaison vous aura plu et surtout que vous aurez compris qu'il faut aller vous-même vérifier toutes les informations concernant les ETF. Si vous avez des informations, des remarques ou des questions complémentaires concernant le sujet que nous venons de voir, indiquez-les directement en commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.